Alors maintenant, la période de questions. Est-ce qu'on pratique le jeu? Je pose une question, puis je t'en pose une meilleure. OK. Pourquoi est-ce sur la Terre précisément que l'évolution de l'homme se fait? Bon, c'est pratiqué cette personne-là. Et alors, un moment, s'il te plaît. Pourquoi pas une autre planète ou une autre galaxie? Alors, pourquoi est-ce sur la Terre, justement, que l'évolution se fait? Pourquoi pas une autre planète ou une autre galaxie? Tu me passes la question. Bon. La réponse est dessus, c'est pour ça que... La planète Terre est placée dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et elle s'appelle ainsi parce que la façon dont on l'aperçoit surtout sur sa tranche et non pas, on n'a pas le choix tellement, hein. Ce qu'on voit en haut, c'est pas tellement épais. Par contre, ce qu'on voit sur la tranche, c'est énorme, et ça a toujours donné l'illusion aux premiers observateurs d'une espèce de grande trace de lait. Bon, un Perrette céleste était passé par là, puis il avait renversé. Je connais pas toute l'histoire et je suis pas intéressé de fouiller. Bon. Cette galaxie, la Voie lactée, la planète Terre et son système solaire se trouvent premièrement dans une des ailes les plus éloignées du centre de cette galaxie. Cette galaxie, elle est placée dans une des extrémités d'un univers local qui est lui-même en giration autour, en périphérie d'un super-univers qui se trouve dans cette création. La planète Terre, elle est assez spéciale pour la simple raison que si on considère la création comme étant une région non spatiale, non temporelle, de l'extérieur, mais de l'intérieur, on peut découvrir des coordonnées spatio-temporelles. La planète Terre se trouve dans une région extrêmement dense de la spacification du temps et de l'espace. Autrement dit, parce qu'il faut que j'arrive à me comprendre moi tout, la planète Terre, c'est beau un ajusteur de pensée, mais quand ça déconne, là c'est... Alors, la planète Terre se trouve présentement avec le système solaire dans une région de cette création où l'énergie est la plus dense, et c'est l'une des rares localisations créationnelles reliées à la création où l'énergie est en train de se luminiser, c'est-à-dire où l'énergie est en train de redevenir de l'énergie. Autrement dit, la planète Terre et son système solaire font partie de ce qui, matériellement, en tant que planète, a le plus vieil âge. On a des soleils qui ont 4, 5, 6, 7 milliards d'années, mais la planète Terre est l'une des rares planètes qui soutient de l'énergie depuis plus de 4,5 milliards d'années. Il y a d'autres systèmes qui présentement sont en densification, mais ils n'ont pas encore atteint la densification énergétique de la planète Terre, même si on regarde Pluton ou d'autres planètes plus éloignées d'un foyer solaire. Il n'y a pas présentement dans cette création de régions qui ont subi autant d'involutions matérielles, énergétiques, atomiques, subatomiques, les unes par-dessus les autres. La planète Terre ayant vu ces conditions, disons, suffisamment intéressantes au niveau d'une évolution d'humanité, cela permet aux énergies qui présentement sont créationnelles activées, les énergies que l'homme appelle peut-être divines, supramentales, bouddhiques, etc., ces énergies sont en évolution dans cette création et elles sont dans une évolution évolutive, c'est-à-dire qu'elles tendent à se refroidir. Lorsque une condition énergétique se refroidit, elle s'accumule. Lorsqu'elle s'accumule, elle se maintient, engendrant un amour intéressant appelé gravité, attraction. Lorsque cela se fait, elle accumule de l'énergie et lentement, elle s'écrase sur elle-même. On appelle ça une densification. La planète Terre a déjà été un système de feu. C'est d'ailleurs ce qui, dans les mémoires archétypales, porte le nom d'enfer. Lorsque cela s'écrase, lentement, cela engendre une masse tellement puissante que finalement, ça recommence à rayonner. Et la planète Terre est la seule planète de cette création qui rayonne. Étant donné qu'elle rayonne, elle réémet de l'énergie, et cette énergie-là a été ce qui a permis la gestion de l'humanité ascendante. L'homme, qui, dans l'Antiquité, a vu naître une évolution du bas vers le haut. On appelait cela l'éveil du serpent à Kundalini, par le tantrisme, par différents systèmes. On essayait de forcer le feu sacré
placé dans les vertèbres sacrées, le Kundalini, à se réveiller et à grimper le long de l'arbre de la colonne vertébrale, ouvrant certains carrefours d'énergie, appelés chakras, jusqu'à la tête. Le rayonnement tellurique de la planète Terre, et c'est la seule dans cette création, a été d'un ordre particulier. Cela a permis l'attraction de races adamiques qui, en Lémurie, ont engendré l'être humain avec de l'âme. C'est là que la Bible commence avec la création d'Adam et de Ève. Mais ce sont des races, c'est pas rien qu'un homme et une femme. Bon, il a fallu travailler en maudit pour créer 5 milliards d'individus. Bon, en tout cas. Bon, alors, cette énergie fait que les humains évoluent, commencent à grimper énergétiquement jusqu'au jour où on a une génétique qui nous permet maintenant, et une génétique qui rayonne un peu et qui est supportée par une terre qui rayonne. Cela permet de devenir une espèce de phare dans cette création, et l'énergie intelligente, l'énergie supramentale, se dirige depuis 1967 précisément, 1969 en majorité vers l'humain, vers cette planète Terre. Depuis l'an 87, on pénètre dans un foyer de plus en plus dense d'énergie supramentale, et il y a de plus en plus d'êtres humains qui servent justement de foyer attractif, et cela permet donc la gestion d'un homme nouveau, d'un être qui a la faculté d'être énergisé du bas en haut, disons du bas vers le haut, et d'être aussi énergisable du haut vers le bas. Il n'y a rien dans cette création qui corresponde à l'évolution expérientielle de l'homme. Il y a d'autres phénomènes planétaires qui n'ont pas subi l'évolution que nous connaissons. Nous rencontrons des êtres apparemment extraterrestres qui ont une évolution supérieure à l'homme. En réalité, c'est qu'ils n'ont pas encore terminé leur évolution. J'expliquais et j'explique pour bien comprendre que si le but est Montréal, mais que tu dois passer par Québec, eh bien, celui qui part de Montréal est proche de Montréal. Celui qui revient vers Montréal est plus loin de Montréal. Lequel est le plus évolué, le plus proche de Montréal, on va dire, c'est celui-là. C'est un fait. Temporairement, parce que sa route, elle est par là-bas. Tandis que l'autre, qui présentement paraît moins évolué, plus loin de Montréal, c'est vrai. Mais sa route, elle est par là. Alors, l'être humain, lorsqu'il rencontre des divinités, lorsqu'il rencontre des extraterrestres, lorsqu'il a un contact avec une intelligence apparemment extérieure à lui et apparemment supérieure à lui, il doit toujours s'arranger pour ne jamais se plugger à ces hiérarchies et les accepter comme hiérarchies, c'est-à-dire devenir l'esclave de ces hiérarchies. Il ne doit jamais accepter aucune autorité à part la sienne, parce que l'homme est ce qu'il y a dans cette création, l'entité la plus évoluée, en ce sens que c'est la plus évoluable. Les autres sont peut-être plus évolués, mais ils sont en phase d'involution. Et il n'y a que ce contexte planétaire dans cette galaxie, dans cet univers, dans ce super-univers, dans cette création, qui permet cela. Étant donné que la Terre a commencé à son rayonnement depuis quelques millions d'années, et nécessairement, l'homme a commencé à souffrir. J'ai fait une conférence sur l'intelligence de la souffrance. L'être humain souffrant crée un égrégore, c'est-à-dire qu'il crée une espèce de masque dans le monde de la mort. Le monde de la mort, c'est le ciel, qui se limite à l'atmosphère de notre planète. Ce n'est pas les cieux, d'où provient l'énergie supramentale. Alors, ce monde de la mort énergisé permet de créer une couche de souffrance suffisamment atroce avec les guerres et tout ce que l'on a connu. Cela permet l'expérience émotive de l'homme, et cela permet aussi de créer un archétype pour l'extérieur. Lorsque des phénomènes hiérarchiques involuants recherchent dans la création une chose évoluante, elle essaie de se plugger à elle, de se connecter, de se fusionner. Ce qu'on appelle la fusion. Sauf que l'homme devra toujours fusionner une chose, mais ne devra jamais se fusionner à une chose. Autrement dit, lorsque une hiérarchie ou qu'un phénomène supérieur apparemment à l'homme, parce qu'il y a cela à faire, donc il est toujours en arrière de l'homme, même si présentement il paraît en avant. Lorsque cela se fusionne à l'homme, c'est l'homme qui doit rester le maître, contrôleur à bord. Jamais accepter de se faire fusionner par une hiérarchie. Le monde de la souffrance permet à différents types de hiérarchies, en fait de phénomènes plus intelligents dans l'instant que l'homme, de traverser le monde de la mort et de découvrir qu'ici, eh bien, on chiale encore quand on a la grippe. Alors, on sait que c'est pas ici qu'il y a une fine intelligence. Alors, ces hiérarchies sacrent le camp à la recherche de ce phénomène biologique ou biomatériel qui permet l'évolution, qui bloque l'involution. Dieu est en phase d'involution, il est plus haut que l'homme, sauf que son problème à lui, c'est l'involution. L'homme est en phase d'évolution, son problème, c'est l'évolution. Et nécessairement, ces forces divines s'intéressent à l'homme, parce que l'homme est leur salut. Et nécessairement, l'homme s'intéresse aux forces divines, parce que ces forces divines sont leur salut.
Et l'homme est ce qu'il y a de plus avancé, même si c'est ce qui a été le plus endormi. Le patient qui va se faire opérer, qui n'a pas encore été anesthésié, ben, il est moins plus lucide que l'autre qui se réveille. Ouais. Mais lui, il a fini l'opération, il est en phase de réveil, dans la salle de réveil, puis l'autre, il peut bien dire, tu vu l'autre, t'es calme, il était gelé. Moi, je suis bien meilleur. Ouais, t'es meilleur. Mais à un moment donné, toi, on va le geler, on va t'opérer, lui va être debout en train de s'en aller. Alors, lequel il peut évoluer? Dans une apparence orgueilleuse, évidemment, l'homme se met à genoux devant tout ce qui semble plus lumineux que lui. Sauf que la lumière, dans la lumière, vous savez, il y a beaucoup moins d'énergie que dans l'homme. Parce que dans la lumière, il en faut en maudit pour créer de la matière. Alors, chaque fois que la matière voit la lumière, elle se met à genoux, elle la prie, elle l'adore. Sauf que la lumière en profite pour venir faire un coup de soleil. Ou un coup de cochon, en tout cas, le ramasser. L'homme est matériel et cette matière est animée et cette animation peut devenir logique et cette logistique peut devenir instantanée. La lumière, elle est instantanée, mais elle n'a pas de corps. La matière, elle est instantanée, sans conscience. L'homme ancien est instantané avec une conscience mémorielle morte. L'homme nouveau est instantané avec une conscience de lumière instantanée. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi sur le plan planétaire? Parce que c'est l'endroit qui a le plus évolué dans cette création. On parle de chute. Quoi? Ben, tout le reste, il suit. Nous, on monte maintenant. Bon. Qui est Dieu? Ben bon, il est... Qui est Dieu? Dieu, c'est un mot. Un mot qui tend à supporter une perception énergétique, émotive ou cartésienne. Le mot tend à exprimer une perception vibratoire d'un quelque chose. C'est ça, Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui est véhiculé par le mot? 5 milliards d'humains, 5 milliards de dieux dans leur conscience. 5 milliards de religions. Parce que personne ne pratique ou ne pense de la même façon. Dieu est une création. Dans son plus bas point, le Dieu dans le ciel est un être créé par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Lorsque l'homme guerroyait, lorsque l'homme avait des rois, lorsque l'homme voulait se faire protéger par ses rois, Dieu avait des armées, Dieu avait un peuple élu, et Dieu pouvait aussi pourfendre les ennemis du peuple élu. Lorsque l'homme a commencé à se pardonner mutuellement, le Dieu de guerre et de vengeance est devenu un Dieu d'amour et de pardon. Lorsque l'homme commence à être un peu plus logique, le Dieu devient un peu plus logique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut magasiner les dieux plus facilement qu'à travers le magasinage des religions et des sectes, tandis que dans l'Antiquité, la foudre de Dieu venait balayer celui qui doutait. Première partie des dieux, support psychologico-émotif à l'ignorance de l'homme. L'être humain ne prend jamais le temps d'observer une énergie qui le traverse au complet. À l'instant où il commence son observation, il la mémorise et veut l'exprimer dans sa tête, dans sa pensée, par la parole. C'est ce que j'appelle la question. Par la suite, il n'a pas la réponse parce que le temps qu'il prenait à mémoriser le début de l'énergie, il laissait fuir le reste. Étant donné que l'homme pose des questions depuis qu'il a conscience d'exister, parce que l'homme sait qu'il est, nécessairement n'ayant pas les réponses, il souffre fondamentalement d'un stress, d'une peur fondamentale qui l'amènerait au suicide continuel ou à ne vouloir rien faire. Alors, il invente quelque chose qui lui permet de supporter sa condition d'ignorant. Parce que s'il peut au moins supporter la condition de ne pas savoir, d'être ignorant, il ne pourra jamais supporter la condition d'être ignoré. Alors, ce phénomène des théologies, qui est l'explication émotive d'une perception cosmique, mensongère par les archétypes, c'est-à-dire mensongère par l'intelligence, c'est-à-dire qu'étant donné que l'homme n'avait pas à cette époque un système neuronique et endocrinien suffisamment puissant pour être capable de poser de grandes questions, l'esprit, l'intelligence qui maintenant veut se connecter à l'homme par le biais de l'ajusteur de pensée, avait défini une espèce d'école
infantile pour ces hommes de l'époque, leur donna des réponses qui pouvaient satisfaire leurs besoins sans détruire leur perception de conscience. À un autre niveau, lorsque le Nazaréen parle du Dieu dans les cieux, il parle d'un phénomène qui a créé et qui agit, fait agir l'âme, le Père créateur de l'âme, le Père créateur de l'intelligence de l'âme. Il va donc parler du Père dans les cieux et non plus maintenant du Père dans le ciel. Il parle donc du Dieu dans les cieux. Les cieux sont tout ce qui est extérieur au monde de la mort, au ciel, tout ce qui est extérieur à l'atmosphère terrestre. Dans cet extérieur, il n'y a pas de mémoire planétaire. Donc, d'où provient cette mémoire? La mémoire galactique, la première, l'énergie supramentale, l'Esprit Saint. Lorsqu'on parle de ce Dieu, on parle d'une mécanicité qui n'est pas plus divine que l'homme, mais qui est dans un état vibratoire supérieur à l'homme et qui peut donc permettre de diriger et d'instruire l'ego dans l'homme. Ce Dieu, l'esprit, doit un jour prendre la place de l'âme. L'âme est le palliatif temporaire du manque de l'esprit. L'âme, une coloration de l'esprit additionnée de l'expérience mémorielle de l'existence. Lorsque nous voulons aller plus loin, nous voulons aller chercher un Dieu qui aurait créé la création. Ce Dieu ne peut pas s'appeler Dieu parce qu'il ne cadre pas dans aucune forme de mot. C'est quelque chose qui se vibre, mais qui ne se prononce pas. Alors, chaque fois que l'on parle de Dieu, on ne parle pas du créateur des dieux, on ne parle pas du créateur de la création, on ne parle pas non plus de l'intentionnalisateur de l'homme. Qui est Dieu? Alors, on peut en parler longtemps. J'en parle de temps en temps longtemps, mais là, c'est suffisamment longtemps. Quoi faire Quoi faire lorsque l'on se réveille toujours tôt et que l'on aimerait dormir encore? Bon, j'ai déjà suggéré d'acheter quelque chose qu'un jour on va mettre en vente ici au Québec. C'est une petite planche rembourrée, qu'on boulonne après son mur. Et puis on peut se taper la tête dessus. Alors, quand on a des idées à se taper la tête sur les murs, c'est grave, c'est pas rembourré. Que faire lorsque l'on se réveille toujours tôt et qu'on aimerait dormir encore? Premièrement, vérifier une chose. Il y a énormément de génétique, de biologie qui oblige l'humain, soit par manipulation de l'ego, soit par construction des paupières, à obliger l'humain à dormir avec les paupières quelque peu entrouvertes. À l'instant où un tout petit peu de lumière ou d'énergie yang pénètre dans la pièce, nécessairement le cerveau se met en marche et réveille l'individu. Alors, il y a certains individus qui se réveillent tôt, ceux-là devraient s'organiser pour barricader carrément leurs fenêtres, le dessous de porte si quelqu'un se lève avant, mais s'arranger pour dormir dans le noir. La personne qui est insécure dans le noir total, normalement ne se réveille pas tôt, parce qu'elle dort les paupières fermées. C'est pourquoi un petit peu de lumière, ça ne la dérange pas pour s'endormir. Il y a différentes choses à vérifier au niveau de la biologie, parce qu'il y a beaucoup d'humains, ça peut être une manipulation de l'ego. Lorsqu'elle perçoit un petit peu de lumière, l'ego décide que c'est le temps que le bonhomme ou la bonne femme se lève, alors que le corps physique a encore besoin de sommeil. Première chose qui peut régler déjà un paquet de choses. Deuxièmement, il faut vérifier si le lit est suffisamment déconnecté du plancher pour que les vibrations du bâtiment, lorsque les autos commencent à circuler dehors, lorsque les individus bougent à l'intérieur, ne viennent pas réveiller l'individu. Ce sont des perceptions subtiles et sensibles. Mais lorsqu'on fait attention à ce genre de choses, on peut régler un paquet de problèmes. Deuxièmement, lorsque l'on se réveille et que toutes ces conditions ont été intelligencées, il faut juste prendre conscience, faire attention. Il y a quelque chose que l'on doit faire. Si l'on se réveille continuellement tôt, donnez une raison à ce levage tôt. Programmez-vous, programmez l'ego. Quand je dis programmez-vous, je parle de l'ego, parce que vous autres, vous ne pouvez pas vous programmer. Vous êtes parfait. Sauf que présentement, il y a une chose chez vous dans laquelle vous vous identifiez qui s'appelle l'ego, le je, le moi. Alors, on peut le programmer. Qu'est-ce qu'on fait? On se réveille toujours tôt, alors allez aux toilettes. Ou bien aller manger quelque chose, n'allez pas lire. Parce que c'est stupide de se lever en plein milieu de la nuit pour aller lire. Par contre, l'ego acceptera de se lever en plein milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Ou parce que l'estomac crie famine pour aller manger quelque chose et revenir se coucher. Alors lentement, même si vous continuez à vous réveiller, lentement l'ego va vous réveiller, vous allez faire la chose et vous allez finir par lui donner l'impression que c'est pour ça qu'il vous réveille. Maintenant que c'est fait, il va vous permettre de vous rendormir.
Alors, si on est encore pris à se réveiller, faites un petit quelque chose dans le genre et venez vous recoucher. Rembarquez dans votre sous-marin, fermez les cloisons, rentrez dans votre chambre, fermez les portes et dormez. Commencez par essayer ce genre de choses. Et puis, si ça ne fonctionne pas, il faudra aussi, peut-être, à un moment donné, arriver à faire un petit scolaire mental. Enfin, un jour, on fera une conférence là-dessus. On fait des séminaires là-dessus, mais pour l'instant, c'est réservé. Alors, à un moment donné, c'est ça. Vérifiez ces petites choses biologiques, anatomiques et fenêtrielles, n'est-ce pas? Et puis, allez aux toilettes. Il y a deux choses dans la tête de l'homme, la pensée et la conscience. La pensée est manipulatrice. Est-ce que la conscience est une partie d'intelligence instantanée ou n'est-ce qu'un état? C'est bien. Si c'est un état, c'est nécessairement instantané. Bon. Il y a deux choses dans la tête de l'homme, la pensée et la conscience. La pensée est manipulatrice, ce n'est pas tout à fait ajusté. La pensée est manipulée. Et étant donné que la conscience s'identifie dans la pensée, là, la conscience sera manipulée par la pensée. Mais la pensée n'a pas l'intention de manipuler, la pensée n'est qu'une expression, une réflexion de la condition expérientiello-mémorielle de l'homme dans son cortex, dans ses neurones. Une réflexion, c'est réfléchi comme dans un miroir. Et on s'identifie à ce qui est réfléchi, et au miroir, personnalité. Alors, la pensée, elle est manipulée. Si on s'identifie dans la pensée, je donne un exemple. La personne, elle regarde, l'exemple masculine, la personne regarde une fille, puis elle a des pensées. Puis là, elle dit, maudit, comment je quoi ces maudites pensées-là? Elle s'identifie dans la pensée, mais ce n'est pas elle qui a ces pensées-là, mais c'est ce qui se passe dans sa tête. Et c'est pourquoi l'humain doit se dissocier de cette identification. Ce n'est pas lui la pensée. Je pense donc je suis est une grosse farce. Je pense donc j'étais, parce que je suis en train de percevoir mémoriellement que je pense, donc je ne suis pas. Lorsque je suis, je ne pense pas. Alors je m'en fous. Est-ce que la conscience est une partie d'intelligence instantanée ou est-ce un état? La conscience est l'instantanéité d'une perception. La conscience est toujours de l'intelligence instantanée, à un niveau vibratoire ou à un niveau de limitation engendré par l'ajusteur de pensée ou engendré par le système biologique. C'est-à-dire que la conscience, elle est déterminée par la possibilité qu'aura le corps physique de la supporter. La génétique vient aider. On peut changer sa génétique, c'est d'ailleurs ce que l'adulte fait avec l'expérience mémorielle de sa vie. Il se transforme, il change. Ses lignes de main changent, son écriture change, sa physiologie change. Physionomie. Ces choses-là vont changer. Et le gars, la fille, change. Au cours de ce changement, il y a une lutte dans la mémoire, dans l'ego, pour lutter contre le changement. Tout à l'heure, on parlait de se vouloir se rajeunir, de vouloir s'organiser pour essayer de garder sa personnalité. C'est un gros problème. La conscience de cela, l'observation, quand je parle de l'observation, quand je parle de l'attention, je parle de la conscience. Tu es conscient que tu vis. Tu es conscient que tu penses. Tu es conscient que tu souffres. Mais ne vous identifiez pas à la souffrance, à la pensée ou à la vie. Soyez conscient et c'est tout. Je suis conscient que j'ai faim. Je suis conscient que ceci, je suis conscient que cela. Vous en êtes conscient. Vous souffrez, vous êtes malheureux et vous savez que vous êtes malheureux. Vous êtes conscient que vous êtes malheureux. La conscience, c'est l'homme cosmique. Le malheur, c'est l'homme planétaire. Et parce qu'il y a une juxtaposition de l'un sur l'autre, on pense que l'on souffre. L'imagination est-elle une clé qui nous permet d'accéder à l'ajusteur de pensée ou bien est-ce seulement un outil pour sécuriser l'ego? L'imagination est un outil pour sécuriser l'ego, une vanne ouverte aux manipulations astrales collectives, planétaires, une vanne ouverte à l'expression émotive ou intuitive du monde cosmique dans lequel l'homme est placé. L'imagination engendrera donc des théologies. Et l'imagination peut aussi engendrer des cartésianismes, c'est-à-dire des sciences. Lorsque les deux veulent se côtoyer, on aura une science émotive, une science théologique, la numérologie, l'astrologie, ce genre de sciences qui allie la logistique mathématique à la perception émotive. Lorsque
l'imagination, elle peut servir l'ajusteur de pensée. Ce n'est pas une façon d'entrer en contact avec l'ajusteur de pensée. Par contre, l'ajusteur de pensée peut facilement travailler avec l'imagination pour pouvoir programmer les mémoires qui engendrent la pensée inconsciente, la pensée endocrinienne, et qui engendrent la pensée consciente, la pensée neuronique. Bon. L'ajusteur de pensée peut se servir de l'imagination. Comme tout à l'heure, je vous disais un moyen pour arriver à fausser la pensée pour dormir, c'est l'imagination. Mais une imagination contrôlée dans une logistique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas imaginer une scène pour s'endormir comme ça. Il doit y avoir des paramètres à la scène. Donc, sécurité, sur sécurité, ennemi ou quelque chose de dangereux, éboulement, quelque chose dans le genre, des rats de marée dans ton sous-marin, dans ton bateau, il vire de bord, c'est Poséidon, mais toi, t'étais le propriétaire, puis t'as fait bâtir une petite pièce étanche dedans, tu peux quitter le navire pendant que tout le monde meurt, bon, plus remarqué, bon. Encore plus brillant que spirituel, tu quittes le navire, tu vas chez le secours, tu reviens, t'es sauvé. C'est plaisant. S'il y a une logistique où certains éléments sont placés, l'ajusteur de pensée, la logistique mentale, se sert de l'imagination pour fausser la pensée. Mais, on ne doit pas ou peu s'en servir lorsqu'on est réveillé. L'imagination ajustée peut servir pour le sommeil, pour engendrer des rêves intéressants et pour contrôler le rêve dans le sommeil. C'est une bonne école pour apprendre à devenir son maître. Sauf que dans l'état d'éveil, on ne doit pas se servir de l'imagination trop souvent parce que c'est un viol de la conscience. L'imagination, c'est le vomissement de la pensée dans la pensée. C'est un viol de la conscience. On doit s'arranger pour observer les choses, avoir une parole juste et parler en posant des questions. On a un contact avec l'ajusteur de pensée. Sachez une chose, celui qui pose la question est normalement prêt à comprendre la réponse. C'est la preuve que cette énergie-là vient de le traverser. Celui qui répète la question d'un autre, il risque de ne pas comprendre la réponse. Quel est le rapport entre l'ajusteur de pensée et le savoir instantané ou le savoir sans en avoir la connaissance? Le corps physique, c'est de la matière. Rencontrer une personne qui adore une fleur. Dans son jardin, il y a une fleur. Elle n'a jamais vu d'autres fleurs. Elle l'adore parce que cette fleur a la faculté de se fermer, de rentrer ses pétales la nuit, de les ouvrir le jour. Cette fleur lui rappelle lui-même, qui dort et qui se réveille. Cette fleur est le symbole de la vie. Cette fleur, elle est là chaque année. Les personnes l'adorent. Un jour, vous arrivez, vous voyez la fleur, vous l'accueillez, la mettez dans un bocal, vous pouvez l'admirer sur votre table. Cette personne-là ne pourra plus vivre. Cette personne-là sera défaite complètement. Cette personne-là voudra vous tuer. Et une fois qu'elle vous aura tué, son Dieu ne sera toujours pas là. Et elle aura découvert d'une façon inajustée une réalité. Elle ne pourra pas le supporter, elle ne pourra pas vivre de cette réalité. L'ajusteur de pensée, c'est comme un diaphragme. L'énergie supramentale descend chez l'homme et vient bousiller tout ce que l'homme a dans sa mémoire. Oui, mais j'ai toujours pensé que... Fait. On aime, c'est de l'orgueil, de l'égoïsme. Oui, mais l'être humain, il veut la paix. Il est prêt à faire la guerre pour avoir la paix. Oui, mais non. Lorsque l'intelligence supramentale descend, l'homme se voit tel qu'il est et voit les choses telles qu'elles sont. Une question extrêmement dangereuse que je pose souvent lors du séminaire, lorsque je demande à une personne, es-tu sûr que tu veux savoir? Tu me poses une question, mais moi je suis certain que tu ne veux pas que je te donne la réponse. Tu ne veux pas en entendre, tu ne veux pas entendre la réponse. Et si je demande à la personne, t'es sûr que tu veux savoir? Bien souvent, elle ne sait plus si ça veut savoir. Elle saura, d'une façon ajustée. L'intelligence descend et frappe le corps neuronique de l'homme. Il le détruit, il le rend fou. Il le bousille, il l'amène au suicide. L'ajusteur de pensée, c'est un développement très lent, ajusté aux capacités génétiques et neuroniques biologiques de l'individu, et il a sa faculté de libérer les neurones à cette évolution, donc l'évolution anégoïque de sa conscience astrale, psychologique, amique. Et l'ajusteur de pensée pourrait, si on le définit, faire office d'un diaphragme.
Lorsque la personne pose une question, elle appuie sur un bouton. Ça s'ouvre un petit peu, l'énergie supramentale passe. Si ça commence à chauffer là-dedans, ça ferme. L'ajusteur de pensée. La personne veut un contact, ça ne marche pas, elle n'est pas prête. Ou ça s'ouvre ailleurs, elle n'en prend pas conscience. L'ajusteur de pensée, le rapport avec l'énergie supramentale, c'est que c'est le premier contact avec le plan supramental, avec le plan de l'esprit. Et ce plan de l'esprit étant intelligent, non émotif, ne pourra pas se laisser tenter par l'homme, par la souffrance ou le besoin de l'homme. Il va venir selon sa faculté d'être reçu par l'homme, et c'est ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Ça passe quand c'est le temps, mais ça ne cause aucun danger pour l'homme, ça ne bousille pas l'homme, mais à un moment donné, ça peut achaler l'homme, ça peut écœurer l'homme, parce que ça donne trop d'informations lorsque l'humain a besoin de d'autres choses. Tu viens pour jouer au tennis, puis là, on t'explique tout comment la balle fonctionne, comment ça tourne, la terre est pareille, c'est ça, à un moment donné, t'as envie de jouer au tennis, hein? Bon. Comment tu sais que l'homme évolue par la souffrance? Non, posez des questions à lui. Qui es-tu? Là, il te répond, puis il dit, lui, va chier. Puis observe. Et puis, c'est pas long que si on pose les bonnes questions, que ces choses-là disparaissent. Ça, c'est pas répondre. Je vais dans un bordel ce soir. Viens avec moi et je te pose une question. Vous verrez, ces choses-là ne viennent pas. Si elles viennent, c'est pour vous donner des bêtises. Ils ne répondront pas à des questions. Ce sont des maîtres du monde de la mort. Ce sont des gourous du monde de la mort. Ce sont des connexions avec les plans astraux. Ce sont ce que l'être humain recherche en reliance avec Shambhala ou l'Agartha. Ce sont des choses intéressantes pour l'humain. Ce sont des grands maîtres de l'humanité qui, à un moment donné, se sont fait avoir par une fusion avec une hiérarchie. Cela les oblige à rester sur le plan planétaire en attendant que d'autres hommes, que l'homme nouveau se dresse. En attendant, ils ont besoin d'un potentiel de puissance suffisamment énorme pour arriver à se libérer de l'attraction planétaire. Que ces personnages s'arrangent pour aider certains humains à évoluer pendant un laps de temps. Ils les montent. Lorsque l'humain est rendu à un niveau où il est suffisamment puissant collectivement pour libérer le maître, ces maîtres-là s'arrangent pour que l'humain n'évolue plus. C'est là que les contraintes commencent et les missions. Et l'humain doit continuer son évolution, puis ces maîtres-là, ils vont suivre à un moment donné. Alors, lorsque l'être humain demande à l'ajusteur de penser les choses, il se trompe. Il doit poser des questions. L'ajusteur de pensée a de rapport avec le plan supramental qu'elle va libérer la dose d'énergie supramentale que le cortex, que le système neuronique et que l'âme de l'individu peut capter sans altération irréversible. C'est ça, de l'ajusteur de pensée. Le niveau de source créatif qu'on retrouve dans la dynamique du pouvoir mental, alors qu'on est en onde θ, est-ce que c'est là l'ajusteur de pensée? Deuxième question. Dans la même méthode, il y a une phase de programmation du mental. Si j'ai bien compris, car vous contestez cette partie. Pouvez-vous y revenir? Bon. Alors on a dit que le créatif au niveau de la pensée, lorsque l'être humain, lorsque le système neuronique émet des ondes. Les neurones, tout à l'heure, j'ai expliqué que selon la densification, c'est microscopiquement invisible, mais atomiquement sensible. Le neurone se dépolarise de certaines façons. Cette dépolarisation transmet une énergie différente qu'on peut connaître sous, justement, différentes formes d'ondes qui peuvent être détectées par exemple, un électroencéphalogramme. L'onde alpha, l'onde tétra, l'onde bêta, ce sont des ondes qui n'ont rien à voir avec les radiations de cet ordre. Ce sont des ondes à qui on a donné des noms, qui sont détectables avec des appareils. Lorsque le système neuronique fonctionne dans une certaine forme sinusoïdale d'onde, elle est exprimatrice d'un contact particulier. Ce qu'il faut faire attention, c'est que dans le monde, l'ajusteur de pensée, lui, fonctionne lorsque l'être humain a la parole, lorsqu'il n'est pas dans un état d'hypnose. L'individu peut arriver à dégager par certaines techniques certaines choses, se placer dans un état particulier. Je n'ai rien contre les techniques, je ne vais pas à l'encontre de certaines techniques. Il y en a évidemment qui ne servent plus aujourd'hui parce que ça l'a amené à l'homme ce que ça devait apporter à l'homme. Sauf qu'une technique intelligente enseigne toujours à l'individu comment se passer d'elle. Ça, c'est une technique intelligente. Un maître intelligent enseigne toujours à l'individu comment se passer du maître. Il se libère. Donc, il les libère. Lorsque l'être humain a un système, dans la même méthode, il y a une phrase de programmation mentale. Cette phrase de programmation mentale, elle est correcte. Pourquoi? Parce que c'est une onde de forme vibratoire au niveau de la conscience.
L'individu peut la prononcer à voix haute. Elle engendrera certains effets. Il peut se la répéter mentalement, mais il n'aura jamais autant ou le même effet que s'il la prononce de voix haute. On appelle ça un mantra. Le problème, c'est que le mantra doit absolument avoir été inventé par l'individu qui le prononce, de façon à ne pas assujettir la conscience d'un individu à un égrégore astral collectif qui a été créé par ceux qui ont prononcé le même mantra ou la même phrase. Sauf si cette phrase est prononcée continuellement par des individus qui ont une voix mentale, ce qui est rarement le cas. Les ondes qui sont développées sont l'expression matérielle d'un travail neuronique particulier qui exprime un contact avec un plan parallèle particulier. Cela peut être un plan astral, mais il y a un autre problème. Dans ce monde de la mort, dans le monde astral, le monde de la psychologie émotive, le monde de la mémoire, il y a des mémoires qui sont des mémoires mentales. Il y a des mémoires qui sont des mémoires supramentales. Chaque fois qu'une antenne supramentale, collective, parle, écrit ou émet quelque chose, cela est mémorisé dans le monde de la mort, dans le ciel, et quelqu'un qui va s'abreuver à ça peut avoir l'impression de s'abreuver à une conscience supramentale, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle est limitée. C'est de la mémoire. Toute technique qui amène l'homme à se prendre en main, et toute technique qui amène l'homme à pouvoir se passer de la technique, est une technique intelligente. Alors, si l'individu pratique une technique qui l'assujettit à la technique, ce n'est pas bon. Autrement dit, en jouant le jeu des questions, on émettra certaines ondes. Je ne dis pas lesquelles, parce que certains individus qui ont la possibilité de vérifier les ondes qu'ils émettent vont rechercher les symptômes du contact plutôt que de vivre le contact avec eux-mêmes. Alors, on émet certaines ondes. Ces ondes, ces techniques peuvent les amener, mais c'est extrêmement important que lorsque l'individu abandonne la technique, qu'il puisse continuer à les émettre. Le jeu de la question engendre des ondes et vous ne serez jamais assujetti à une technique parce que la question n'est pas une technique. La question fait partie de la vie de l'homme, celle d'exprimer l'intelligence. Et la première manière d'exprimer l'intelligence, c'est de poser la question. La deuxième manière, c'est de se répondre à sa question. Et lorsque cela se fait complètement, l'être humain ne parle. Il ne répond pas, il ne pose pas, il parle. Pourquoi doit-on éviter de référer à ses mémoires? On se réfère à ces mémoires lorsqu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il y a deux formes de mémoire. Il y a les mémoires d'intervention, les mémoires qui peuvent créer la programmation d'intervention, et il y a les mémoires intra-amiques. Regardez bien ceci. Comprenez que moi, je suis dans un vaisseau spatial, dans cette salle ici, et vous êtes tous mes sens. Alors, je suis l'ego, ça c'est l'âme. Et il y a quelques personnes ici qui retiennent, c'est les mémoires volatiles à l'intérieur de l'âme. De temps en temps, lorsque je m'ennuie, j'en ramasse une et puis on jase. On part de notre tête. Alors, j'envoie une personne à l'extérieur et elle va fouiller. Lorsque cette personne-là perçoit quelque chose, elle vient de percevoir une expérience. Et ça, c'est la mémoire qui peut servir à engendrer les mémoires d'intervention. Elle revient avec, mais lorsqu'elle rentre dans la salle, elle me dit ce qu'elle a perçu. Mais ce qu'elle me dit crée un remous à travers les autres mémoires. Ce remous-là, à travers l'âme, s'appelle une expérience intra-amique. Ça s'appelle aussi l'émotion. Alors, moi, il donne le message, et le message arrive à moi à travers les mémoires volatiles de mon âme. Et lorsque l'ego, lorsque moi je suis au courant, eh bien, il a vu une montagne, mesurait 3000 pieds de haut par 5 000 de large. Il est même ça. C'est la vision de l'œil, c'est la vision, c'est le toucher, c'est quelque chose comme ça. Mais cela passe par un individu qui, lui, n'aime pas les montagnes parce qu'à un moment donné, il est tombé. Ça passe par et ça arrive, j'ai vu une maudite montagne qui est trop haute, il faut faire le tour. C'est ça que je vois avec mes yeux. Je regarde une montagne, puis je me dis, oh, regarde, pas une autre montagne. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a deux mémoires. Il y a la mémoire de l'émotion que je vais vivre lors de la perception, et il y a la mémoire de la perception. L'ajusteur de pensée essaie de décortiquer les mémoires émotives attachées aux mémoires perceptives. Parce que lorsque l'homme voit un chat, c'est beau, il n'a jamais vu. Il vient le flatter, le chat le mord. Il vit une expérience intra-amique, l'émotion, et maintenant, lorsqu'il verra un chat, il aura peur des chats. C'est con, mais c'est comme ça que l'humain est bâti.
Lorsque l'humain devient suffisamment mental, lorsqu'il arrive à mentaliser, à logiférer, à intelligencer sa perception par rapport au connu qui l'habite, il voit le chat, il sait que c'est dangereux, il n'en a pas peur, il sera prudent, mais pas par la peur, par l'intelligence. L'ajusteur de pensée finit par aller taper, briser ses mémoires, c'est-à-dire qu'en dans la réalité des choses, il prend la mémoire intra-amique, qui est la mémoire de la perception, accolée à la mémoire émotive de l'expérience, plaisir ou déplaisir, et il le fait vibrer, jusqu'à un point où, au niveau de l'âme, la mémoire de la perception continue, la mémoire émotive ne passe pas, ce qu'on appelle le plan mental, l'intellect, lorsque le plan mental est assujetti à l'ego. Alors, pourquoi doit-on éviter de se référer à ces mémoires? Il y a deux formes de mémoire. On peut se référer aux mémoires d'un événement donné, si cela peut nous permettre, en tant qu'humains, non conscients instantanément, d'être efficaces, mais on doit faire attention etc., aux mémoires émotives. Énormément. Parce que c'est ce qui nous coupe complètement. Complètement. Je vais rejoindre quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, et je suis tout content de le revoir. Et lorsque je vois l'individu, il a changé, c'est plus le même, c'est ça. Toutes mes mémoires émotives m'ont coloré complètement ma perception de l'individu. Une personne veut changer, et puis mes perceptions émotivo-mémorielles vont me faire dire, je vais dire à la personne, je vais toujours la voir comme elle était pour refuser son changement. Voir les choses, se servir des mémoires perceptives, c'est bon. Se servir des mémoires intra-amiques, l'émotion, c'est très dangereux. L'ajusteur de pensée ne serait-il pas le canal qui unit notre esprit, venant d'un monde éthérique, qui naîtrait dans la matière? Bon. L'ajusteur de pensée fait partie du plan matériel cérébral de l'homme. L'ajusteur de pensée fait partie du plan éthérique, morontiel de l'homme. L'ajusteur de pensée est une guerre, une altercation entre le plan de la matière et le plan de l'éther. Cela engendre une espèce d'enflure au niveau cérébral, une enflure subatomique qui crée la limitation salvatrice, disons, du plan inférieur, le corps de l'homme, ainsi que la conscience de l'homme par la limitation de l'information. Le canal qui unit notre esprit venant du monde éthérique, il faut bien comprendre que l'esprit est quelque chose présentement qui n'a pas de personnalité terrestre. Lorsque l'être humain, en égoïsant, engendre le double éthérique, il crée une personnification non émotive de son esprit. Cela va lui permettre, premièrement, de ne pas regagner le monde de la mort si le corps physique meurt, c'est-à-dire qu'il pourra survivre à sa mort, il ne vivra pas la deuxième mort pour tous les humains jusqu'à date ont vécu. Il ne sera pas assujetti au processus de réincarnation pluralito-fusionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'il se réincarnera, il se rappellera complètement ce qu'il était, ainsi que son nom et tout, tandis que présentement l'humain se réincarne fusionnellement en pluralité dans un corps, c'est-à-dire qu'il y a un paquet de personnes dans le monde de la mort qui se réincarnent dans le même corps en se fusionnant. C'est pourquoi l'individu ne se rappelle jamais ce qu'il était. Il a une idée par-ci, une idée par-là, il a un goût comme ça, un goût par-ci. Bon. Lorsque l'être humain crée un globe éthérique, lentement, par la négoïsation, il projette dans le plan morontiel. Le plan morontiel, c'est l'endroit où la vie se continue sans le corps physique. Lorsqu'une personne est en arrêt cardio-respiratoire, si son corps physique n'est pas trop altéré, donc si l'intervention, disons, de réanimation cardio-respiratoire et cérébrale se fait suffisamment rapidement, l'âme est dans le plan morontiel, elle est toujours paramétrée par le séraphin et le périsprit, et elle n'a pas encore gagné le monde de la mort. Évidemment, il y a des êtres de lumière qui se garochent au coton pour l'amener, lui dire que c'est beau, etc., etc., etc. Sauf que l'âme, qui, à un moment donné, se fait réanimer, si le corps a plus d'attraction, elle va revenir. Si elle gagne le monde de la mort, le corps est irrécupérable. En santé ou pas, il est trop tard. Alors, le canal que l'on crée, c'est que lorsque l'être humain s'anégoïse, l'âme s'estompe sur elle-même et elle commence à rayonner. Ce rayonnement de l'énergie vitale qui va créer un double de la personnalité planétaire de l'homme. Et lorsqu'à un moment donné, si le corps physique meurt, l'âme se trouve dans le plan morontiel, elle sera attirée par ce double éthérique et non pas par le monde de la mort. Alors, elle va se conserver dans ce double éthérique et le canal qui est créé entre les deux n'est pas l'ajusteur de pensée, même si l'ajusteur de pensée est le diaphragme au bout du canal. Lorsque l'individu se réincarne, eh bien, lorsqu'un corps physique l'attire, il revient dedans et il est maintenant totalement conscient de ce qu'il est. À l'instant où il commence à parler, il peut parler de ce qu'il était.
Les gens trouvent normal d'être toujours la même personne et de vivre 40 ans dans le même corps. Pas moi. Je voudrais être selon ce que je suis, que ça se traduise dans mon corps. Pourquoi le corps est-il si stagnant, si stable? Comment la mutation des neurones fera-t-elle muter le corps? Lorsque nous allons prendre l'exemple d'un cylindre dans lequel on place un gaz et à chaque pouce du cylindre, on gèle, on baisse de 100 degrés. Alors, je prends ma main, je le plonge dans le cylindre. C'est du gaz. Le gaz de plus en plus solide. Je touche du liquide. Lentement, je touche du liquide suffisamment gélatineux et lentement, je touche de la matière. Alors, mon poing peut pénétrer, mais à un moment donné, il ralentit, et c'est dur, et c'est dur, et c'est dur, et c'est dur. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps physique vit dans une densité spatio-temporelle dans un temps très lent. Le phénomène amique, l'astral, vit dans un monde spatio-temporel beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus rapide. Le phénomène mental, beaucoup plus rapide. Le phénomène supramental, tellement rapide que du point de vue de l'homme, c'est instantané. Lorsque ça change au niveau du point de vue mental, ça va transformer lentement le phénomène astral, qui va lentement interagir sur le corps vital, qui conserve la forme mémorielle du corps de l'homme, et par la suite, ça va transformer le corps de l'homme. Le problème, c'est que l'ego, l'âme, puise tellement dans le corps vital de l'homme qu'il épuise la génétique, qu'il épuise le code ADNique de l'homme, c'est-à-dire que lentement, le code mémoriel, l'ADN de l'homme, perd sa mémoire, manque d'énergie vitale. Alors, perdant la mémoire, la recréation, la prolifération tissulaire à l'intérieur du corps manque d'énergie, c'est ce qu'on appelle le vieillissement. L'ego, tête. Trop d'expressions émotives, lutte, agression continuelle vers le corps physique par puisement d'énergie vitale et le corps réagit comme dans un état de choc sanguin et réagit comme on le connaît. Tu es nerveux, tu auras une accélération cardiaque, tu auras ceci, tu auras cela. Tu es content, c'est le même phénomène. Lorsque l'être humain se change, il aimerait que le corps suive. Un jour, l'homme nouveau, celui qui a suffisamment avancé sa mutation neuronique, nécessairement pourra aussi avoir le corps qui est adapté, non pas à ce qu'il est, mais à ce qu'il a besoin de faire. Il pourra donc avoir le corps qu'il veut. J'ai déjà expliqué en conférence que l'homme, un jour, pourra rajeunir son corps. Et évidemment, il y a des personnes qui, voyons, là, on rajeunit son corps. Et la seule façon, c'est que regarde un enfant, ça vieillit. Si ça vieillit, ça rajeunit. C'est aussi impossible de rajeunir que de vieillir. Tu manges une pomme, puis c'est toi. Tu es capable de grandir, et puis tout se grandit harmonieusement. Les os sortent pas avant la peau. Tout marche ensemble. Hein? Ça pousse tout en même temps. Et ça aussi, c'est impossible. Sauf que, expérimenté par la mémoire de l'homme dit, ben non, c'est normal. Ben oui, c'est normal, hein, mais fais-en un pareil. C'est normal et impossible. La preuve, demandez à un jeune adulte, c'est normal de vieillir? Il vieillit donc plus vite. Oui, mais c'est ça. Tout se fait, tout se peut. Lorsque le système neuronique de l'homme sera suffisamment adéquat, lorsqu'il sera capable d'énergiser le corps physique, autrement dit, lorsque l'homme sera capable d'éthériser son plan matériel, autrement dit, lorsque l'homme va être capable d'augmenter la vibration de son corps physique, autrement dit, lorsque l'homme va être capable de libérer le corps matériel de la densification du temps, il va permettre à son corps physique de jouir ou de se transformer plus rapidement, ce qui va finalement permettre au corps physique d'être un peu plus ajusté à l'évolution astralo-émotivo-mentalo-supramentale de l'homme. Présentement, le corps physique est dense. Plus l'être humain mange des choses qui sont pesantes, lentes à digérer, qui prennent de l'énergie, plus il retarde la transformation du corps physique par rapport à ce qu'il est, lui. Donc, l'être humain doit s'arranger. Premièrement, pour ne jamais être constipé parce qu'il conserve de vieilles mémoires matérielles. Deuxièmement, l'être humain doit s'arranger de temps en temps pour manger suffisamment vivant. Des plantes, des légumes qui ne sont pas cuits, qui peuvent mûrir, donc qui ont encore la vie dedans. Troisièmement, l'être humain doit s'arranger pour cesser de perdre de l'énergie. Il en perd par l'agression continuelle de sa pensée émotive sur son corps physique. Il en perd par le dialogue qui ne sert à rien, ce qu'on appelle les discussions de salon. Il en perd parce que tu l'as fait têter par autrui. Enfin, il y a plusieurs choses à un moment donné sur lesquelles on revient. Mais il y a moyen, évidemment, d'arriver à faire en sorte que le corps suive l'évolution du plan supramental. Et pourquoi ça ne se fait pas pour l'instant? C'est que le corps ne vit pas à la même vitesse que le mental, que l'astral
et que le plan vital. Donc, nécessairement, sa transformation va être pas mal linéaire. La pensée positive et raisonnée a-t-elle un pouvoir sur l'être? Bon, on a déjà expliqué le phénomène de la pensée positive dans la conférence plus fort que la pensée positive, dernièrement. La pensée positive, c'est la même pathologie que la pensée négative. Si elle est raisonnée, elle a une certaine forme de puissance, c'est-à-dire qu'étant raisonnée, elle peut se mettre en résonance, c'est ça, raisonnée, elle peut se mettre en résonance avec une condition déjà établie dans les sphères mémorielles de la planète, c'est-à-dire que la projection ne marche pas, mais elle se met en résonance avec une chose, une condition écologique conséquentielle qui nécessairement va arriver. Alors l'individu pourra dire, tu vois, j'ai ma pensée positive, puis ça marche. Mais pense pas, ça marche. Sauf qu'au lieu de raisonner avec de l'illusion, la pensée positive, raisonnée, résonante avec des conditions, perception vitale réelle, elle aboutira. Maintenant, voir les choses négativement, c'est problématique. Voir les choses positivement, c'est problématique, mais c'est mieux. Voir les choses telles qu'elles sont, c'est les voir justes. Et c'est la pensée juste que lui-même a développée. N'est-ce pas justement l'ajusteur de pensée qui induit les questions auxquelles il répond chez nous? Chaque humain a un ajusteur de pensée. À l'instant où la pensée germe dans la conscience de l'homme, un ajusteur de pensée germe en même temps que lui. Certains ont des ajusteurs de pensée personnalisés. D'autres ont des ajusteurs de pensée non personnalisés, pré-personnalisés. D'autres ont des ajusteurs de pensée expérimentés. D'autres ont des ajusteurs de pensée collectifs. C'est intéressant, ça fait toute la conférence. Bon, mais de toute façon, on va pouvoir y revenir. N'est-ce pas justement l'ajusteur de pensée qui induit les questions? Oui. Mais l'être humain a un ajusteur de pensée qui ne contrôle pas. Un ajusteur de pensée qui est inconscient chez lui, qui de temps en temps amène les questions. Lorsque l'humain se pose des questions qui ne peuvent mener nulle part. Pourquoi j'ai pas fait ça? Ça mène nulle part. Ben, ça mène quelque part, mais disons que c'est manger les pissenlits par la racine, souvent. Bon. Lorsque l'humain se pose ce genre de questions, c'est une vomiture astrale, mémorielle, émotive, de conditions de questions. Lorsque l'humain se pose des questions qui peuvent mener, une question qui peut réellement être répondue par l'individu, consciemment ou pas, c'est l'ajusteur de pensée qui fonctionne. Sauf qu'il est intéressant et intelligent et utile, pratique, de développer le contact avec son ajusteur de pensée. Encore une fois, on revient à ce jeu. Je pose une question, tu en poses une meilleure que moi, j'en pose une meilleure que toi, tu en poses une meilleure que etc. C'est évident que les personnes qui ont beaucoup d'ego vont finalement en faire une compétition. On doit en faire un jeu éducatif et non pas un jeu sportif. C'est évident. Je suis une personne qui pense toujours et à certains moments, à force de penser, je pense à plusieurs choses en même temps. Cela me rend confus, sature et devient émotif. Pourquoi? Comment faire pour éviter cette situation, pour ainsi dire, continuer l'évolution de la pensée? Bon. Une personne qui pense continuellement, ou qui pense à plusieurs choses en même temps, vous savez, le genre de personne qui se dit, tiens, va y aller. Ah, ben non, c'est peut-être pas bon. Ouais, mais ça a ça de bon. Ouais, mais reste donc neutre. Ouais, mais peut-être que, demande conseil à un tel, mais non, elle est pas bonne. Tu sais? Il y a plein comme ça, à un moment donné, là, ça pense beaucoup dans le tête. Elle sait qu'ils savent plus quoi faire, ils peuvent plus prendre de décision. Leur système neuronique, le cerveau, est chimiquement, cela peut être causé par la génétique, cela peut être causé par le milieu, l'éducation, l'expérience planétaire de sa vie. Le système neuronique est trop en affinité avec les mémoires de l'âme, alors nécessairement ça enligne un phénomène de la pensée dans la conscience neuronique, ce qui crée une réflexion, une expérience biologique qui nourrit l'ego, donc l'être humain c'est qu'il pense. Sauf que si beaucoup de parties de son cerveau, de façon ectopique, ont la faculté d'engendrer des couloirs de pensée, ben l'individu se ramasse avec 3 ou 4 personnalités dedans sa tête. Personnalités qui peuvent se heurter à l'adolescence, c'est souvent ce qui va arriver lorsque c'est l'âge de fusionner les personnalités réincarnatives de l'humain. Lorsque la personne vit ce genre de choses, c'est évident qu'elle ne peut plus s'enligner parce qu'à un moment donné, identifiant par sa conscience dans la pensée et ayant plusieurs véhicules de pensée au niveau de sa réflexion, elle ne sait pas où se brancher. Cette personne devra, hélas, développer la concentration, se centrer sur le fond. Elle devra apprendre à obliger le système neuronique à ne permettre l'expression de la pensée
d'un véhicule que dans une direction à la fois. La concentration, ce n'est pas la fin du monde, c'est même un problème chez l'homme. Mais lorsque la personne arrive à être pluriconcentrée dans sa pensée, elle devra s'arranger pour monothéiser sa pensée, c'est-à-dire qu'il y a, comme les religions antiques, un polythéisme, on a fini par les concentrer dans un monothéisme, ça a évité un paquet de guerres, ça a réglé les problèmes. L'individu doit soit s'arranger pour développer la concentration. Il doit prendre une pensée logique et il doit s'arranger pour bannir, interdire. C'est-à-dire qu'il doit créer dans la pensée, dans son imagination, des espèces de gardiens. Bon, je vais ceci, puis en même temps, une autre chose défile, il doit l'interdire. Et il doit développer la concentration. C'est un peu long, c'est un petit peu tough, il y a des techniques. Ici, on a des cassettes à un moment donné dans un cours à Jupen 2 où l'individu entend plusieurs choses à la fois, il doit arriver à décortiquer ce qui se passe. La personne peut aussi apprendre à compter, c'est-à-dire qu'elle entend un son de cloche et elle entend un son de flûte, et elle compte le son de cloche là, le son de flûte là, le son de cloche là, le son de cloche, le son de flûte, le son de cloche, le son de cloche, le son de flûte, le son de flûte, et à la fin de l'exercice, eh bien, elle doit dire combien il y avait de chaque. Cela lui permet d'avoir une isométrisation cérébrale, et l'individu qui a une pluralisation dans la pensée doit s'arranger pour faire un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il doit peut-être développer le système, il peut aussi faire une cassette, quelque chose comme ça, mais il doit s'arranger pour n'enligner qu'une seule chose. Tout le reste doit passer, puis on le tient de compte. Elle doit s'arranger pour développer la concentration. Lorsqu'elle sera concentrée, il faudra maintenant qu'elle développe l'attention. Présentement, elle est plus concentrée. C'est pourquoi elle a ce problème. Une fois l'ajusteur de pensée intégré, la fusion est-elle opérante? Première. Une fusion impliquant la dissolution du corps physique encore éthérique est-elle réalisable à notre époque? Ou doit-on attendre encore 20 ans? Bon, une fois l'ajusteur de pensée intégré, la fusion est-elle opérante? Une fois que l'ajusteur de pensée est en contact avec l'humain, que celui-ci peut ajuster sa parole, il y a maintenant fusion entre l'ajusteur de pensée et l'individu. Lorsque l'homme se tient suffisamment debout, il fusionne l'ajusteur de pensée, donc il n'a plus d'ajusteur de pensée, il est l'ajusteur de pensée tout en restant conscient que c'est lui le maître. Lorsque cela est fait, l'énergie supramentale est maintenant coule à flot chez l'humain, l'esprit. L'individu doit créer lentement un phénomène d'anégoïsation, et cela est très important. Il doit s'arranger pour devenir humble. Il ne doit pas se prendre au sérieux. En faisant cela, il permet à l'énergie supramentale, à l'esprit, d'écraser l'ego et de le faire rayonner. Et le faisant rayonner, il engendre le double éthérique. Engendrant le double éthérique, il se préserve d'une mort dans le monde de la mort avec conditions réincarnatives pluralitaires fusionnelles. Il se donne un gage de se réincarner unitairement en se rappelant et en pouvant continuer le travail dans un corps neuf, ce qui est intelligent. S'il ne meurt pas immédiatement, ou s'il est réincarné, donc son corps physique est convenable, il va lentement finir par ne plus avoir d'ego et finalement par ne plus avoir d'âme, il n'aura que de l'esprit, son intelligence. Ça, c'est la fusion, mais c'est une fusion contactuelle avec l'esprit, mais ce n'est pas la fusion que l'humain doit accepter court. Maintenant que cela est fait, le double éthérique est parfaitement constitué et le double éthérique sert d'émissaire dans le plan éthérique, c'est-à-dire dans le plan supramental, c'est-à-dire dans le plan de l'intelligence instantanée, dans le plan de l'esprit. L'homme vit une bilocation de conscience, parce que présentement, l'homme vit une quadrilocation matérielle. Il est localisé dans son corps physique, dans le corps vital, la vie, dans le corps astral, le phénomène émotif, et dans le corps mental. Lorsque cela est fait, l'homme vit une bilocation de conscience. Il a une conscience planétaire, comme vous et moi. En même temps, il a une conscience supramentale qui englobe la galaxie, donc tout le phénomène planétaire. Cela demande évidemment un support émotif éliminé, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir trop d'ego parce que ça va péter le feu là-dedans. Bon. Lorsque cela est fait, le double éthérique maintenant se rapproche du corps physique de l'homme et c'est ce qu'on appelle la fusion, dans le terme supramental québécois. La fusion est lorsque le double éthérique vient se juxtaposer au double matériel. Les deux vont se fusionner, le corps matériel sera éthérifié et il disparaîtra. C'est-à-dire qu'il y aura un corps comme cela qui pourra être lumineux ou pas lumineux, qui traversera les murs ou qui marchera sur les eaux, qui ne peut plus mourir et qui peut donc être emporté lorsque l'être humain veut s'en aller. Le Nazaréen, à l'époque où cela s'est passé, il a été crucifié, il devait retourner dans le monde de la mort, ce qu'on appelle la descente aux enfers, et lorsque le corps a été placé dans une grotte,
ça l'a pris quelques heures pour que le double éthérique du Nazaréen vienne fusionner au corps et le corps est disparu. C'est pourquoi, 3 jours après, on avait posé 3 heures après, il n'y avait plus de corps physique. La semaine prochaine, pour une sexualité de l'évolution, comment cesser de perdre l'énergie, comment se servir de cette énergie planétaire pour avancer et à mettre les mutations. Alors, je te remercie. Passez une bonne semaine, amusez-vous. Donc, réitère l'invitation du temps, le café gratuit, la présentation vidéo sur le séminaire de Daniel. On se revoit en bas dans 15 minutes. Bonne soirée à tous. Thank you.